Salut tout le monde sur Parallèle Sud. Voilà, nous sommes troisième débat public avec nos, nos lecteurs. Et donc dans quelques instants on va lancer la réunion. Elle va commencer avec les réflexions, toujours sur la question quels médias voulez-vous pour le futur. Voilà, ça va commencer, c'est tout de suite. Ça y est, c'est parti. Donc, merci à toutes les personnes qui ont répondu à notre invitation, qui est une invitation privée en quelque sorte. Hein. C'est ce qu'on a commencé à mettre en place depuis maintenant trois occasions. Ça nous permet de rencontrer les gens et de leur présenter d'abord ce que nous avons vécu, nous, en tant qu'anciens journalistes du quotidien, sur le monde médiatique à La Réunion. Moi, ça fait 30 ans que je suis à La Réunion. Et puis, dans un deuxième temps, on est beaucoup en attente de vos retours à vous, de savoir ce que vous pensez des médias, ce que vous en attendez. Et ensuite, on va évoquer notre projet qui se voudra le plus participatif possible. Et on attendait tous, mais elle arrive pile à l'heure. C'est Jérôme Santogamer qui était en formation, donc un petit peu bloqué sur la route. Et en fait, à Parallèle Sud, s'il y a une maman, c'est elle, parce que c'est elle qui avait commencé, alors qu'elle était encore journaliste au quotidien, à lancer une page qui s'appelait La Fée Diversière à l'époque. Et moi, j'étais encore en poste au quotidien, elle en est partie avant moi. Et c'est elle qui a commencé à animer cette chose qui maintenant devient une association, qui devient un média associatif qui est en train de se construire au fil de nos rencontres. Donc Jérôme, peut-être je peux te faire raconter le début. Le début. Bonjour, merci d'être venu, déjà de vous être déplacé, d'être intéressé par le projet de médias indépendants qu'on est en train de lancer. Il y a des têtes que je connais, il y en a d'autres que je connais pas, donc ça fait plaisir de rencontrer d'autres cercles aussi, d'étendre un peu les personnes qui connaissent le projet. C'est vraiment le but là aujourd'hui au point où on en est, parce que ça a bien mûri, ça a pris de la consistance, etc. On en est à une petite dizaine dans l'association maintenant. Et du coup l'idée c'est vraiment de pouvoir en parler autour de nous, faire connaître le projet pour pouvoir après faire notre travail de journaliste et défendre une information qui soit au plus près de la réalité, quoi. C'est vraiment notre objectif en créant ce média-là. Donc ouais, comme disait Franck, du coup je sais pas exactement ce que tu veux. Non, juste te présenter. Voilà, que vous nous connaissiez tous. Et puis peut-être on va commencer par vous poser, le regard qu'on a sur la presse à La Réunion. Et puis ensuite, très rapidement, n'hésitez pas à nous poser des questions et la soirée va se dérouler comme ça autour d'un échange. Alors, c'est moi le plus vieux dans la bande et je suis arrivé à La Réunion le 20 juillet 1988 à l'invitation de Laurent Vergès, qui à l'époque était le plus jeune député de La Réunion, fils de Paul Vergès, qui est venu chercher à la sortie de l'école. Il n'était pas pédophile, mais il cherchait des jeunes journalistes. Ça pourra être un débat, il est allé les chercher en métropole. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas faire comme ça. Parce qu'il souhaitait faire le témoignage qui était le vieux journal de son grand-père, de Raymond Vergès, et qui était ensuite le journal de son père, Paul Vergès, et qui était quand même l'organe du Parti communiste réunionnais. Il était à un moment où il se disait qu'il fallait réussir à sortir de ça et d'ouvrir témoignage sur autre chose. Il venait de faire un stage, plus jeune, il avait fait un stage à l'Humanité, donc il avait eu l'occasion de toucher au journalisme. Et donc, son idée, c'était d'ouvrir témoignage sur autre chose que simplement la parole du Parti communiste réunionnais. Déjà techniquement, tout simplement, il est venu nous chercher parce que ça a été le premier journal de France, témoignage, à passer en PAO, en publication assistée par ordinateur. Auparavant, tous les quotidiens passaient plus par le plomb, mais en tout cas par le bromure. Et nous, on a été les premiers à se mettre sur nos petits Macintosh et puis à faire le journal comme ça. Et au-delà du saut technologique, il y avait le saut pour la culture communiste, de passer à autre chose. Hélas, moi je suis arrivé en juillet 88. Ça s'est très bien passé pendant quelques mois, mais Laurent Vergès est mort dans un accident de voiture au mois d'octobre de cette année-là.
Et bon, ça a été un choc énorme. Et surtout le projet qu'il a mené, je pense que personne ne pouvait le mener ensuite derrière lui, même si je reste très, très content d'avoir passé un an à témoignage. Mais ce qui fait qu'après, je suis parti dans un autre journal qui était Le Quotidien, qui à l'époque aussi m'apparaissait comme le journal le plus ouvert de la Réunion par rapport au GIR. Enfin, j'aimais bien l'approche qu'avait Le Quotidien. Et j'ai apprécié pendant 27 ans, 28 ans de pouvoir travailler dans cet organe-là. On est allé, bon déjà les journalistes avaient une grande liberté d'écriture. La censure, ça n'existait pas, même si on pourra toujours parler d'autocensure et comment les sujets se choisissent. Hein. Et puis voilà, pendant 38 ans, c'était un journal très bien. Puis est arrivé... ouais, on s'est ouvert sur l'océan Indien aussi. On est allé pour l'instant, il n'y a que RFO, Réunion la Première, qui a les moyens de le faire. Mais nous, on s'était donné les moyens de partir tous les mois en reportage à Madagascar, aux Comores, aux Seychelles, parce que c'est un regard qu'il faut avoir, quoi, à la Réunion sur les îles voisines. Et je trouvais que cet effort-là, c'était louable de le faire pour un organe de presse comme Le Quotidien, parce que c'est un vrai effort qui va à l'encontre des habitudes réunionnaises qui sont de regarder la métropole et rien que la métropole. Et puis est arrivée la crise économique, la crise de la presse qui s'est vraiment aggravée depuis 2005-2010 et j'ai assisté au fur et à mesure à un recul de plus en plus frappant de cette liberté-là. Bon déjà ça devenait compliqué économiquement, puis ensuite le GIR a eu la très mauvaise idée de se maquer à un point inimaginable avec la région, en montrant que peut-être que la solution pour la presse écrite, c'était de dépendre des subventions livrées par des pouvoirs politiques. Et on va reconnaître à Tillier qu'économiquement, il a réussi à démontrer qu'il pouvait sauver son GIR grâce aux subventions d'1 million, 1,5 million de la région. Sauf que les patrons des autres organes de presse se sont engouffrés dans ce truc-là. La plupart des sites ont été obligés de faire de l'institutionnel. Et même Le Quotidien a été soumis à cette crise-là. L'exemple le plus frappant, c'est que, fidèle à la culture du quotidien, on a continué à travailler sur les sujets sensibles, notamment dénoncer les défauts de l'équipe régionale sur le chantier de la nouvelle route du littoral. Ensuite, oser parler des penchants de Didier Robert pour des salaires mirobolants auxquels il n'avait pas droit. Et comme Didier Robert s'est imposé comme celui qui finance la presse à La Réunion, à mon avis le truc est complètement pervers parce que ça ne devrait pas être à une région de financer la presse à La Réunion. Il a dans un premier temps expliqué au Quotidien qui, par souci d'égalité, demandait des subventions d'un montant équivalent à celui du GIR. Il leur a dit, mais clairement, et la patronne du Quotidien m'a autorisé à en parler à l'époque publiquement, y compris sur Radio Freedom. Tant que Le Quotidien aura une ligne éditoriale à charge contre la région, il n'y aura pas de subvention. Ça a tenu 1 an, la pression s'est accentuée, il y a eu des changements à la direction du Quotidien, des gens qui étaient quand même un peu moins éthiques, de moins en moins éthiques je dirais, et qu'on finit par céder. Et le fait de céder à Didier Robert, ça voulait dire qu'il fallait censurer, qu'il ne fallait plus parler en mal de la région. Et c'est à partir de là que le malaise s'est totalement développé au sein de la rédaction. Il y a eu des mouvements de grève, mais faut avouer que ça n'a pas suffi. Et Jérôme est parti, Julien Sartre, qui est aussi le 3e cofondateur de Parallèle Sud, a lui aussi dû s'éloigner du Quotidien. Et puis moi-même, qui était depuis 30 ans passé par pratiquement tous les postes du Quotidien, j'ai été invité à partir et j'ai profité d'une charrette de licenciement économique pour en partir. Mais avec la ferme intention de tenter l'aventure d'un média libre et indépendant. Et c'est comme ça que j'ai rejoint Jérôme, qui elle avait déjà commencé à planter la petite graine. Peut-être que... Est-ce que tout le monde connaît un peu l'histoire de la presse à La Réunion? Parce que j'ai eu l'occasion dernièrement de discuter avec Paul O'Haraud,
qui était l'un des patrons de presse dans les années 1957. Il m'a dit qu'il avait racheté un journal à La Réunion en 1957. Et ça a un peu changé mon regard, là je parle un petit peu en historien de la presse à La Réunion, sur l'évolution de la presse. Pendant longtemps j'ai dit, jusqu'à 1976, c'était l'obscurantisme absolu à La Réunion. On avait un journal de l'île tout puissant, tenu par Michel Debré, face à un parti communiste qui essayait de vendre le témoignage par des abonnements sur les marchés. C'est un peu dans cette légende que j'ai grandi à La Réunion pendant 20 ans, 30 ans. Et le quotidien, quand il est arrivé à La Réunion, apparaissait, soi-disant, comme le journal qui ouvrait l'espace. Tout d'un coup, les Réunionnais étaient fiers d'avoir un journal où il n'était plus question de Michel Debré ou de Paul Vergès. Il pouvait y avoir un espace ouvert. On pourrait dire qu'à la limite, c'était 76 le quotidien. À la limite, on pourrait dire que 81, c'est aussi la naissance de Freedom. Et ça relevait d'un même mouvement de liberté. Avec Paul O'Haraud, j'ai appris que en fait, la presse était beaucoup plus diverse et plurielle que je ne l'imaginais à ce moment-là. Parce qu'il y avait plein de journaux à La Réunion, il m'en a cité quelques-uns, La Croix du Sud, Témoignages chrétiens. Donc c'était peut-être pas aussi manichéen que je l'imaginais avant 76. En tout cas, donc les années 60-70 étaient peut-être pas si terribles que je les ai imaginées. Les années 76-81, il faut reconnaître qu'il y a eu une ouverture, il y a eu les radios libres qui se sont installées. Et puis ensuite, il y a cette liberté qui a vécu quelques années et qui a été rattrapée par les impératifs économiques, les logiques capitalistiques qui font qu'à un moment donné, ça ne marchait plus. Donc nous, ce qu'on voudra essayer de faire, c'est de rentrer dans une autre logique. On s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire en se disant que pour l'instant on part sur un média fait bénévolement avec l'idée d'en faire un média ouvert qui gardera toujours cet aspect associatif mais qui sera capable de nourrir une rédaction indépendante. Se disant que l'indépendance d'un journaliste, en fait il la doit d'abord à sa capacité à répondre aux attentes d'un lectorat qui sera prêt à payer pour ça. Voilà un peu comment je fais mon introduction de cette histoire-là. Merci Monsieur Franco pour votre arrivée. Bonjour. Bien que tardif. Mais c'est la problématique de la circulation à La Réunion. Voilà. Je ne vais pas vous l'expliquer. Alors, dès à présent, peut-être si vous avez des questions. Ouais, du coup, moi je me suis pas présentée. Donc, rapidement, parce que je vais pas trop rentrer dans tous les détails non plus, mais en gros, moi ça fait 7 ans que je suis à La Réunion, donc j'ai fait mes formations là-bas. J'ai trouvé du travail ici assez facilement, dans le sens où finalement il n'y a pas de formation de journaliste d'école reconnue ici à La Réunion. Donc voilà, je me suis retrouvée à Image Presse rapidement et ensuite au quotidien pendant 4 ans. Et donc après, l'idée c'était de voir que finalement, en fait on était placé à un endroit où on ne pouvait pas trop bouger. Si on fait un pas de travers, ça ne plaît pas trop. On ne peut pas parler de tout non plus. Il y a des sujets qui sont un peu retravaillés vite fait derrière dans notre dos. Je ne dis pas que c'est tout le temps comme ça, pas du tout, parce que pendant un certain temps, il y a quand même une certaine liberté, mais c'était surtout vers la fin, comme le disait Franck. Et du coup, en parallèle, comme je fréquentais donc, de diverses associations que j'ai commencé à rencontrer après les Gilets jaunes en allant au rond-point des Azalées, donc plein d'associations différentes qui passent par là, donc plein de rencontres, plein de gens qui essayent de construire des choses et qui essayent de se battre entre guillemets de leur petit coin, dans leur petite bulle à eux pour essayer d'avancer plutôt que rester voilà, dans le marasme. Et d'essayer de semer des petites graines justement, et au bout d'un moment je me suis dit qu'il fallait qu'on soit tous des modèles et qu'on soit tous chacun responsable de soi et qu'on arrive tous avant de penser à essayer de voilà, déjà s'occuper de soi et faire soi-même ce qu'on ressent être bon pour soi et qui nous parle, quoi. Et donc au quotidien j'étais en fait divers, je me suis dit tous les jours je mets cette énergie dans des informations hyper glauques, des morts, voilà, ça tient, moi ça me
ça tire vers le bas, quoi, que ce soit moi ou que ce soit le lecteur. Donc je me suis dit, en plus, moi, clairement, j'apporte rien de plus à ce poste-là, parce que voilà. Donc je pense que j'ai peut-être autre chose à apporter qui est plus important que ça. Donc voilà, du coup, je suis partie et puis après, petit à petit, là, c'est pour ça que ça fait plaisir de voir que ça prend corps, parce que ça prend du temps, en fait, de commencer à lancer un projet. Enfin, nous, on n'a jamais été entrepreneurs, donc là, pour l'instant, c'est la première fois, donc on découvre vraiment tous les activités, sous-activités, sous-activités, et voilà. Et ouais, l'idée, donc, ce serait vraiment de pouvoir faire... même qu'on se bouge un peu les chaises pour se mettre plus en rond, mais en tout cas que la parole, elle tourne. Et que ce soit par... si vous avez des questions, même... Ok, super. Justement, c'est vrai que de l'extérieur, moi j'ai un regard évidemment très critique sur les médias les plus connus, on va dire. Alors, je sais pas comment ils appellent ça, les médias mainstream. Mais c'est intéressant justement d'avoir des témoignages de l'intérieur. Et moi, j'aurais aimé comprendre comment s'exprime, la pression. Puisqu'il me semble qu'on peut effectivement mettre en face de ces oppresseurs, entre guillemets, la charte de l'éthique journalistique. Et je me demandais donc comment finalement elle s'exerce, cette pression. Vous parlez de censure, pas tout le temps, mais un peu. Comment on vous oriente et comment on vous dit, bah non, ça tu peux pas en parler, de façon à ce qu'on puisse comprendre concrètement. Parce qu'on le voit bien, mais on ne sait pas trop comment ça se manifeste. Oui, en effet, tu as cité la charte éthique. Et c'est vrai qu'on devrait ne pas confondre le journaliste qui, de sa charte éthique, est un acteur libre, indépendant et désintéressé de ses actes, et qui devrait pouvoir la faire valoir vis-à-vis de l'autre interlocuteur qu'on a dans le monde média, dans le monde médiatique, c'est les directeurs de médias, les possédants des médias. Et un possédant de médias, à mon sens, dans un premier temps, il a intérêt à gagner de l'argent dans le monde capitalistique tel qu'il est. Et je pense que ça a été longtemps le truc au quotidien. C'est que Maximin Shankichun, tant qu'il s'est rendu compte que les ventes progressaient, que l'argent rentrait, il a construit un empire autour du quotidien, quoi. Il a pu développer, diversifier. Il n'intervenait pas particulièrement sur la rédaction. Je me souviens, notamment quand je m'occupais de l'océan Indien, que parfois il était en total désaccord avec ce que j'écrivais, il avait des propos, non, mais qui ça peut intéresser, mais n'empêche que tant que ça rapportait du pognon, il le laissait écrire, et puis on était dans un monde où ça pouvait le faire. Et ensuite, comment c'est que ça s'exerce la pression? Elle s'exerce de manière insidieuse, déjà dans un premier temps. Après, je parlerai de pression vraiment très précise. C'est mais est-ce que tel type est légitime pour parler? Il y a une ambiance qui se fait au sein d'une conférence de rédaction. Pour moi, une conférence de rédaction, d'ailleurs, c'est un vrai patrimoine. Ça, on s'en rend jamais compte, mais une conférence de rédaction où il y a 40 journalistes, c'est un patrimoine inimaginable. Et quand on casse ça, on casse quelque chose d'important. Alors, ça a l'intérêt d'apporter de la réflexion. Si cette rédaction n'est pas monolithique, et au quotidien, elle essayait de ne pas trop l'être, même si j'ai évoqué tout à l'heure le problème d'aller recruter en métropole des journalistes. On nous a souvent fait ce reproche-là. Mais voilà, c'était quand même pas quelque chose de monolithique. Mais ensuite, au sein de cette conférence de rédaction, il y aura toujours des débats sur mais est-ce qu'il est vraiment légitime? Est-ce que Daniel Fèvre, là, avec son association bancale, il est légitime pour qu'on lui donne la parole? Et parfois la réponse c'est non. Et voilà comment cette censure va arriver. Par rapport à quoi? Et bien justement, c'est même pas une charte, c'est vraiment de la discussion. On est dans le flou le plus complet. La subjectivité. On est dans le flou le plus complet. Ensuite, le truc peut devenir économique. SFR est en train d'arnaquer tout le monde avec avec de faux contrôles de ses capacités d'antenne. Et puis il y aura le service commercial qui va dire tu sais, SFR c'est quand même 3 pages de pub dans le journal chaque jour, donc fais un petit peu attention. Une fois que tu te seras fait faire la remarque une première fois, il est arrivé que le journaliste économique soit convoqué dans le bureau de la patronne pour dire même si c'est pas aussi brutal que ça au début, vous savez combien ça m'a coûté votre histoire? Je viens de perdre quand même 10 000 € de pub à cause de votre article.
La deuxième fois, ben, il va y avoir un petit peu d'autocensure qui va arriver. Voilà comment la pression arrive. La pression peut venir, et là c'est même plus le monde manichéen qui rentre en compte. Elle peut venir tout simplement de nos interlocuteurs. Parce que le journaliste, ce n'est jamais qu'un humain qui va avoir l'habitude d'avoir ses interlocuteurs habituels. Et normalement, on n'est pas censé écrire pour nos interlocuteurs, mais par la force des choses, bah, c'est eux qu'on a en face. Donc en effet, un journaliste culturel qui a l'habitude de tout le temps travailler avec telle troupe, il hésitera à un moment donné à casser alors qu'il pense qu'il faut casser. Enfin voilà, c'est toujours des relations complexes à savoir gérer en tant que journaliste. Et plus le média est fragile, moins le journaliste a tendance à relire sa charte éthique pour dire bah non, moi j'ai fait mon travail de journaliste, j'ai vérifié mes informations, j'ai travaillé en toute bonne foi, donc je les publie. Donc voilà toutes ces pressions insidieuses. Ensuite, là je vais juste donner l'exemple des pressions, mais les plus claires qui ont marqué mon départ au quotidien. Un jour, je fais un article sur 160 000 € que Didier Robert s'apprêtait à délivrer au site Info 974. Cet article, quand je finis de l'écrire, je vois qu'il n'est pas dans les pages, quoi. Ensuite, on bataille. Comment ça se fait que l'article n'est pas dans les pages? Ah ben non, on n'est pas d'accord. L'article, il n'a pas à être dans le quotidien. Ça ne nous apporte rien, etc. On fait grève, etc. Et puis ensuite, quand j'ai le directeur général du quotidien qui me reçoit dans son bureau, il me dit on n'a pas passé ton article, Franck, mais regarde ce que ça nous a rapporté. Et il m'a montré une facture de 12 000 € qui étaient les premières pubs que la région remettait dans le quotidien depuis 4 ans, quoi. Donc voilà, là la pression était claire et nette, c'était brutal. On a eu des réunions que j'imaginais pas pouvoir se tenir au quotidien. Je sais que ce langage se tient dans d'autres médias, où on a un directeur de rédaction qui nous expliquait qu'on était bien naïf et qu'il fallait être quand même conscient qu'il y avait des réalités économiques et qu'on ne pouvait plus écrire n'importe quoi. Donc ça a failli en venir aux mains avec certains journalistes qui lui ont dit « mais t'as encore une carte de presse pour dire des choses comme ça ?» Donc voilà comment la pression peut aller de la petite relation qu'on peut avoir avec notre interlocuteur et avoir un peu de difficulté à être critique, à la grosse... Cette charte n'est jamais remise en avant parce qu'elle existe quand même. Cette charte existe, mais... Elle n'est jamais utilisée comme... Il n'y a aucune charte qui est respectée. Elle peut, dans l'absolu, elle aurait pu me permettre, si j'avais pas profité d'un licenciement économique, de faire valoir une clause de conscience, des choses comme ça. Donc dans l'absolu, mais ça aurait été 3, 4, 5 ans de débat au prud'homme. Elle intervient en dernier recours. C'est dommage parce qu'elle devrait être en... Ouais. Nous, on a essayé de la mettre dès nos pages de présentation parce qu'on tient à ça, quoi. On est aussi, pour la plupart d'entre nous, des adhérents du Syndicat national des journalistes. Donc on est sensible à ça, quoi. Tu voulais prendre la parole Jérôme. Non, mais c'était juste pour rappeler aussi la pression au niveau du temps. C'est vrai que plus les médias sont faibles économiquement et financièrement, plus ils réduisent aussi le nombre de salariés. Moins on a de temps pour travailler. Et puis du coup, au début, quand je suis arrivée, on avait beaucoup de temps, on pouvait faire un peu plus, etc. Des sujets d'initiative, comme on dit. Et puis sur la fin, ou même avant, enfin très vite, en fait, on n'avait plus du tout de temps, il fallait tout traiter. Et donc, tout traiter, ça veut dire traiter l'actualité chaude. Donc après, ça, c'est des choix qui sont au niveau du journal, quoi. Nous, on n'a pas trop de prise là-dessus. Il faut traiter ça, il faut traiter ça. On nous envoie là. Et puis, en fait, on est interchangeable aussi. Voilà. Et c'est pour ça que, du coup, avec Parallèle Sud, l'idée qu'on a, c'est vraiment de reprendre la main, entre guillemets, sur ce dictat de l'actualité chaude. Et qui reste en surface, du coup. Voilà. Merci. Non, pareil que Jérôme. C'est ça, moins il y a de personnel, moins il y a le temps de bien faire son travail. Et moins il y a de lecteurs. Oui. Le quotidien est passé de 34 000 à 35 000 lecteurs jour en moyenne sur toute une année. Ça, c'était en 2004 à peut-être 12 000 cette année, quoi. Exemplaire vendu. On considère qu'il y a 3 ou 4 lecteurs, ou peut-être 5 par... Ouais, et même ce chiffre a baissé. Je me rappelle qu'à ce moment-là, on estimait qu'il y avait 5 lecteurs par quotidien. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'il y ait 5 lecteurs par quotidien. Bon, après, les habitudes ont changé.
Mais ça arrange tout le monde aussi qu'il n'y ait pas d'investigation. Enfin, réduire le nombre de personnel, c'est aussi permettre qu'il n'y ait plus d'investigation qui se fasse. Et à la fin, effectivement, il n'y en avait plus ou presque plus, quoi. Donc, enfin, il y en avait de moins en moins, quoi, en tous les cas. Et c'est pareil dans tous les médias, enfin, il n'y avait que la presse écrite qui sortait encore des scoops, entre guillemets, comme on appelle ça. C'est vrai que aujourd'hui, il y a de moins en moins d'informations qui sortent, de vraies informations travaillées, enquêtes, etc. C'est pas les télés, c'est pas les radios. Est-ce qu'il y a encore des médias qui arrivent à se financer juste avec les lecteurs? Parce qu'apparemment c'est la pub et la politique qui mènent le bal. Donc est-ce qu'il y a des journaux qui ont réussi à mettre en place un système où c'est les lecteurs qui décident et qui tiennent et qui financent le fonctionnement et la protection? Parce que bien entendu, dès qu'on va commencer à faire du vrai journalisme, on va avoir des problèmes juridiques, donc il va falloir se protéger. Qui finance tout ça? Donc est-ce qu'on arrive à le faire avec juste des lecteurs? Mediapart, le Canard enchaîné. Alternative économique. À qui ils appartiennent? Ouais. Il y a un reporter aussi, c'est des dons à 90%. Alors il y a certains médias. Pas mal de médias en ligne. C'est ça, il y a certains médias qui sont en coopérative. Enfin, ce que vous voulez en faire d'ailleurs, non? Enfin, il me semble qu'Alternative économique, Reporter, Mediapart sont portés par ça. Après, je sais pas. On ne sait pas justement s'ils ont des subs ou pas, eux. C'est compliqué de savoir. C'est tout le défi qu'on se propose de faire. Des donateurs peut-être. Ça existe un peu en métropole. On sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire avec Blast, avec Reporter. Reporter, eux, ils ont toute la France. Pour nous, on n'a que la Réunion pour l'instant. Donc on n'est pas sur la même échelle. Mais Reporter, ils ont réussi à alimenter une rédaction de 7 journalistes à temps plein, uniquement avec les dons. Parce que c'est ça, d'ailleurs c'était Mediapart qui avait sorti ce slogan seuls les lecteurs peuvent nous acheter, et c'est ce qu'on veut tenter de faire au quotidien. On était à 50-50 entre ce que rapportaient les ventes et ce que rapportait la publicité, puis ces chiffres ont un peu évolué, sachant que les deux vont de pair, quand il n'y a plus de lecteurs, il n'y a plus de publicité non plus. Donc en tout cas c'est pour sortir de ce modèle économique qu'on veut tenter cette aventure d'économie sociale et solidaire. Parce que si je comprends bien ce que tu disais par rapport au quotidien, c'était essentiellement la publicité qui finançait et quelques subs. Les subventions, c'est tout nouveau, c'est Tillier qui a inventé ce truc-là. C'est le fossoyeur. Ça doit être interdit, mais interdit de chez interdit, c'est évident. Eh ben, quelle indépendance? Maintenant, pourquoi pas une subvention qui serait désintéressée, parce que c'est quand même l'argent du contribuable. Mais tu rêves. On peut estimer que, tu vois, ça existe parce que, par exemple, Tillier n'arrête pas de dire que l'humanité touche 4 millions d'euros de subventions chaque année. Pourtant, on ne peut pas dire que l'humanité soit proche des pouvoirs, quoi. Donc, il y a quand même des efforts pour ça. L'argent public peut être utilisé mais à condition que ce soit propre. Et justement, il y avait un fonds particulier pour l'aide à la presse écrite, et c'était complètement scandaleux de le détourner au profit de se dire, c'était ça le discours de Tillier et de Didier Robert, c'est de dire, ouais, puisque la subvention nationale est pas terrible, pas équitable, Tillier grognait parce qu'il avait le droit à pas grand chose, on va inventer la subvention régionale. Mais déjà l'arnaque, c'est que si le GIR se positionnait, le GIR et le quotidien, sur les subventions nationales, jamais ils auraient 1 million. Ils auraient 200 000 peut-être, des choses comme ça, quoi. Sauf qu'ils ne se sont jamais positionnés dessus. On le sait, ils n'ont pas fait les dossiers pour. Parce que c'était trop facile de passer par Didier Robert qui promettait 5 fois plus. Après, nous, on est en pleine réflexion là-dessus. L'idée qu'on a, c'est de se dire que par part de 500 abonnés, on finance un emploi. Si on en a 1000, on en finance 2. Si on en a 1005, on en finance 3. C'est les gros chiffres qu'on a. Même si ça va sûrement se faire par des piges au départ, et puis on sera peut-être plus nombreux, mais on gagnera moins, on ne fera pas un salaire complet, des choses comme ça. À La Réunion, il y a le Tang qui a pris un méchant risque, mais c'est une personne, le Tang, quoi. Et en effet, je pense qu'avec son petit panel d'abonnés, il arrive à équilibrer son année, à se faire un SMIC, quoi.
Mais pour compléter, il doit faire aussi des prestations d'éducation aux médias dans les collèges. Enfin, il essaye de faire ces choses-là. C'est comme ça que je l'ai découvert. Ouais. Parce que c'est pas évident d'être diffusé. Enfin, hormis là, je ne vois jamais le temps, je n'entends pas parler. Ouais, voilà, moi je suis abonné sur Internet et puis maintenant ils tentent le truc d'imprimer une page en demandant, c'est sans doute une bonne idée hein, parce que les gens aiment le papier, en demandant à ces lecteurs qui ont acheté cette page de la coller sur un mur public. Comme ça on revient, voilà, on essaie d'avoir des idées, ouais, c'est bien. Donc on va batailler pour essayer de montrer qu'il y a une possibilité économique de tirer quelque chose. Ensuite, on sera sans doute amené à équilibrer et à postuler. Si on doit postuler pour de la subvention, on veut que ce soit de la subvention propre. Genre, c'est ça, on est en train de réfléchir à ça. Moi, je me dis, il n'y a pas de créole dans notre écrit. S'il y a des aides au développement des langues régionales et que ça puisse être subventionné, ça peut subventionner un emploi qui pourrait nous faire la traduction de Parallèle Sud en créole. Il peut y avoir des subventions pour les quartiers dépendant de la politique de la ville. Si on peut imaginer une prestation qui ramène des jeunes vers le journalisme, vers cet intérêt au journalisme et qui les aide à produire des choses et qui puisse être subventionné, ça on ne serait pas honteux de réussir à développer des subventions que j'appelle propres comme ça. Mais hors de question de demander une subvention à Michel Fontaine, ou Guette Bello, ou Cyril Melchior. Quoi. Oui, ce serait plus dans l'éducation. Voilà. Dans le rôle social, on veut avoir un impact social sur la société. Et je pense qu'au-delà du social, moi je suis enseignante documentaliste, donc je réfléchis aussi à ça. Je suis frappée, alors pas que chez les jeunes, mais c'est chez les adultes aussi, du manque d'intérêt. Alors, c'est pas un jugement, hein. Je fais attention parce que des fois je suis très maladroite dans ma façon de parler. C'est pas un jugement, mais je sais pas comment le dire autrement. En tout cas, du manque oui, d'intérêt vis-à-vis du questionnement politique, au sens noble du terme, pas partisan. Et c'est vrai que j'ai l'occasion de parler avec des jeunes, mais aussi avec des adultes. Je suis frappée par l'impression qu'ils donnent de tout savoir sans avoir rien lu. Et du coup, je me dis souvent, là, les élections approchant, évidemment, on y pense tous, et je me dis, je rêve, hein, mais je suis une rêveuse, et puis je ne sais pas comment m'y prendre, et puis j'ai peut-être pas le temps, c'est de comment donner la possibilité aux gens de faire vraiment des vrais choix. Pas leur dire ce qu'ils vont voter, même si c'est tentant quand même. C'est justement, et il me semble que ça relève du journalisme, c'est de comment pouvoir permettre à ces gens de vraiment faire un choix. Et pour faire un choix, c'est s'informer. Et s'informer, c'est s'informer de manière, en se disant que je peux avoir confiance, quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas, en tout cas, des médias que les gens regardent majoritairement. Donc, l'idée, enfin, votre idée me semble très bonne et peut-être élargie aussi à cette volonté de se dire que vraiment les gens doivent vraiment s'intéresser de près à ce qui se joue. Parce que souvent, ils votent pour une image, enfin, on ne sait pas pourquoi ils votent d'ailleurs. Hein. Une subvention. Une subvention. Je peux dire 2 mots, Franck? Bien sûr. Alors, d'abord, je suis venu pour vous voir. Je n'ai jamais pu vous Pour voir dire comment on a ailleurs. vieilli, quoi, comment on a pris Ah, les cheveux toi, blancs, c'est ça, toi c'est je te ça. connais, il n'y a pas de problème. Non, moi, ce que je voudrais vous exposer, c'est ce que je vis depuis fin 2012. Proche le micro, je pense. Ah, bon. Ouais. Voilà, Là, là, tu vas être à voilà. côté. À côté, bon. Ça peut arriver d'être à côté des micros. Ce que je vis depuis 2012, c'est quoi? C'est d'avoir eu un cancer en 2008, d'avoir subi 3 ans de chimiothérapie, donc d'être en rémission d'un cancer. Vous savez, je suis vivant. Ah, c'est quand même pas mal, hein? Sauf que de 2012 à 2013, les effets secondaires de la chimiothérapie, qui sont aussi ceux de la radiothérapie, il ne faut pas s'y leurrer, hein. Même les belles machines qu'on vient de recevoir à La Réunion ne changent rien. J'ai développé un eczéma géant que les dermatologues n'arrivaient pas à m'éradiquer. Chose curieuse. Ça m'a fait me pencher sur la problématique de la santé. Et quelqu'un m'a dit, tu devrais aller à Étang-Salé. Il y a une association qui s'appelle l'ARDA, l'Association réunionnaise de développement de l'aquaculture, qui développe une nouvelle activité, qui développe la culture d'une algue qui s'appelle la spiruline. Et cette algue a des propriétés très intéressantes pour le mieux-être et la santé. Alors, je m'y suis penché très largement.
mais pas qu'au plan réunionnais, hein. Je m'y suis penché au plan mondial. En me posant la problématique que tout enseignant que j'étais au conseil en formation continue de l'éducation nationale chargé de développement, je ne m'étais pas posé. Et qu'est-ce que c'est qu'être vivant? C'est apporter à nos 100 000 milliards de cellules de 300 sortes de l'eau, de l'oxygène et des nutriments. Et j'ai donc constaté que dans nos sociétés, l'eau, bon, pour le moment on en a encore, l'oxygène, il en reste un peu, les nutriments, on est largement pourvu. Mais de quoi? Quand on va acheter des oranges et des citrons qui nous arrivent d'Afrique du Sud ou d'Égypte, je ne veux pas être péjoratif, mais quand on les prête, et on comprend pourquoi les cancers augmentent, pourquoi l'obésité augmente, pourquoi les différentes maladies innovantes, nouvelles, augmentent. Et je me suis posé la problématique, pourquoi on vend 22 tonnes de spiruline à La Réunion, spiruline qu'on importe de Madagascar, d'Europe, de Chine, d'Inde même, mais une spiruline qui a été, alors qu'elle est à l'origine de la vie sur la Terre il y a 4 milliards d'années, parce qu'elle contient, et pourquoi la sèche-t-on? Pourquoi l'altère-t-on alors qu'elle pourrait être éminemment bénéfique, surtout si en plus, à La Réunion, on lui a adjoint d'autres produits naturels, on la complémente pour augmenter ses apports nutritifs pour nos cellules. Ce n'est pas notre esprit, ce n'est pas notre intelligence qui règle le problème de notre vie. Ce sont nos cellules. C'est le fonctionnement de nos 300 sortes de cellules. Vous vivez une bonne eau, vous respirez un bon oxygène et vous vous apportez des nutriments sains, vous vivrez vieux. Vous ne vivrez pas éternellement, hein, parce qu'on n'a pas encore résolu la question. Mais il y en a qui s'y penchent quand même. Hein. On prolonge son esthétique quand on a des sous. On va en Suisse. Et croyez-moi, on vous maintient beau ou belle. C'est utile selon le métier qu'on fait. Voilà. Alors ce qui me frappe à La Réunion, c'est cette profonde méconnaissance des bienfaits d'une algue facile à produire, pour lesquels les communes devraient le produire pour le faire découvrir aux élèves du scolaire primaire ou du secondaire. Comme aujourd'hui, certaines communes font découvrir l'abeille et le miel. Parce que l'abeille, c'est vital malgré Varroa. Vous trouvez que c'est par rapport aux médias, c'est un sujet qui, par exemple, n'est pas assez abordé ou c'est, enfin, très accessoirement. Le rapport avec les médias. Si, moi, je ne peux pas dire qu'on n'a pas parlé de la spiruline dans le GIR ou dans le quotidien, si, ou non. Créole FM a été un soutien, Télé Créole a été un petit soutien, mais ce n'est pas la problématique. La problématique à La Réunion, c'est le home cinéma, c'est la maison, c'est les revenus, c'est la voiture. Ah, la voiture, non, par contre, la voiture, ça s'affiche. Hein. C'est le signe extérieur de son bien-être, de son bien-sentir. Et c'est vrai que ça joue à ça, la voiture. On a une bonne bagnole, j'avoue que ce n'est pas désagréable du tout, hein, malgré la problématique de la circulation. Et c'est pour ça qu'on a cette problématique. Voilà. Donc, moi, ce qui me frappe, c'est ça. Et la question, c'est quoi? Alors, on en a discuté avec Franck. Hein. Je sais que Franck est attentif à ça et qu'un jour, vous y viendrez. Manger de la spiruline fraîche. Manger, non, pas simplement manger. Pensez à la produire. Au besoin. Quand vous élevez des animaux d'alimentation humaine, des poules, des lapins, des cabris, je viens de croiser un petit groupe de cabris là. La spiruline, c'est bon pour tout ce qui est vivant. Tout ce qui est vivant, tout ce qui possède des cellules vivantes. Alors évidemment, les minéraux, ce n'est pas le cas. Mais pardon, mais c'est quoi juste la question par rapport à la création du média ou alors à l'indépendance des médias ou l'information en général? Ou les médias libres, enfin... Et je vous fais remarquer que, ici présents, quels sont ceux qui se préoccupent de leur santé lorsqu'ils sont en bonne santé? Parce que le problème, il est là. La santé n'est pas une priorité pour l'être vivant que nous sommes. Alors qu'en réalité, il l'est. Mais on ne s'en soucie pas. Vous savez, le monde médical, je vais vous apprendre quelque chose de très curieux,
les syndicats pharmaceutiques ont interdit à leurs adhérents, ils sont 3 ou 4, hein, ont interdit à leurs adhérents de vendre la spiruline soit conservée vivante, grâce à du miel bio, soit de la spiruline congelée, donc pas altérée. C'est quoi? Vous voyez ce paradoxe? Pourquoi? Parce qu'un médecin ou un cancérologue, il a besoin que vous ayez un cancer. Un pharmacien, il a besoin de vous prescrire des médicaments. Moi, quand je me brûle, je vais chercher un petit peu d'aloe vera et ça cicatrise très très bien. J'en ai fini. Désolé. Ah là là, la Je suis venu avec des sous. Non, mais c'est un sujet, je pense que. Oui, oui, vous pouvez parler fort. Allez. On va pas la filmer. Non, merci. Je vais me mettre juste à côté, comme ça les gens qui suivent le direct vont vous entendre. Ça fait 38 ans que je suis à La Réunion, que les médias, j'ai fréquenté le quotidien parce que j'y connaissais des journalistes. Et j'achète plus depuis des lustres parce que ce que je voudrais y trouver, c'est, oui, santé, la prévention, des groupes de réflexion sur ce que pourrait être notre politique, pas avec un seul chef président. J'en ai plus rien à foutre du président. Moi, ce que je désirerais, c'est un conseil des sages. On parlait des élections, là. C'est déjà ficelé. Parce qu'au premier tour, on a 36 candidats. Le deuxième tour, il est déjà ficelé. Les gens ne comprennent pas comment on fait, ne comprennent déjà pas l'organisation politique de nos élus. On fait quoi? On élit quoi? Le Conseil constitutionnel, l'Union européenne, la Commission européenne. C'est tellement complexe que plus personne s'y retrouve. Donc moi, ce que j'espérerais trouver dans un média, c'est toutes ces explications-là, pour qu'on puisse faire nos choix. Moi, j'ai fait mes choix depuis très longtemps, hein, mais que les jeunes, les moins jeunes, puissent comprendre de façon un peu simple tout ce qu'on nous a foutu de complexe pour mieux nous arnaquer. Parce que quand on regarde la carte de l'Europe, c'est la carte d'Hitler, hein, de l'Europe nazie. Hein. L'histoire autrement, moi j'ai étudié, Suzanne Citron. Pas ce qu'on a appris à l'école, ça m'intéresse plus. Et le foncier à La Réunion, comment il est géré? Moi j'ai mon BPA, j'ai toujours pas de terre agricole, il y en a d'autres aussi. Parce qu'on sait très bien qu'on a fait des enquêtes sur le foncier avec attaque, donc j'aurai jamais de terre. Menace de mort, parce qu'on peut avoir effectivement des menaces de mort. Donc moi, pas en visuel, parce que je suis déjà estampillée, j'œuvre autrement. Voilà. Donc ce que j'attends des médias, c'est de l'info pure et dure, quoi, mais simple, accessible. Parce que le Réunionnais n'est pas, depuis Michel Debré et même avant, est toujours là. Voilà, toujours là, dans cette presse. Voilà, c'est tout. Oui, merci, oui, c'est vrai que c'est des problématiques qui remontent souvent. Et d'ailleurs, on est aussi là pour justement écouter un peu ce que vous attendez d'un média, justement, et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait mettre en place pour justement essayer de réduire ce fossé entre les citoyens et les médias, parce qu'aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins la presse. Et du coup, nous, on aimerait justement pouvoir faire des ponts. Donc, par exemple, avec de l'interactivité aussi, avec les lecteurs, avec les abonnés en particulier, puisque c'est eux qui nous permettent de vivre. Par exemple, faire un vote pour savoir au début de chaque mois, est-ce que ça vous intéresserait, par exemple, de pouvoir voter et proposer vous-même le sujet d'investigation du mois, par exemple. Ça peut être une idée dans laquelle on pourrait trouver des sujets comme l'accès à la terre ou d'autres sujets. Si vous avez d'autres idées aussi, le micro est ouvert. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a plein de personnes qui veulent soutenir Parallèle Sud, donc ça fait franchement plaisir. Je m'appelle Grégory. J'ai pas beaucoup de questions. Je suis ravi et je soutiens pleinement vos initiatives et la tienne, je remène depuis le début. L'idée, c'est juste de vous demander de quoi avez-vous besoin. De quoi avez-vous besoin?
je sais qu'on a besoin de sous pour être indépendant, mais peut-être pas que. De quoi avez-vous besoin et profiter de cette audience, essayer de voir s'il y a des personnes qui veulent y rentrer dans ce cercle peut-être. Merci Grégory, c'est exactement ça dont on a besoin en fait. Parce que le modèle économique, on verra, on l'obtiendra ou on ne l'obtiendra pas, mais ce qui est très excitant dans l'aventure, c'est l'envie citoyenne qu'il y a de participer. Et donc, c'est le pari qu'on veut faire, c'est faire participer les gens qui s'approprient une part de ce média. Lors du précédent Rond Causé aux Azalées, des gens se sont proposés pour faire un comité de lecture. Et donc, voilà, on a déjà 2 personnes on reçoit déjà quelques courriers et qui nous aident à gérer ça. Et moi, mon rêve, c'est de pouvoir faire un immense courrier des lecteurs, mais plus que ça, quoi. Que des gens s'approprient, des gens développent des dossiers comme celui dont la dame a parlé, celui dont Antoine Franco a parlé, pour en faire quelque chose qui aurait le regard des journalistes dessus. Parce que parfois, on vient d'un monde où on n'a jamais eu l'occasion d'écrire, donc on n'ose pas, etc. Nous, on aimerait apporter ce regard journalistique. On est, on est contre la censure, évidemment, vous l'avez compris. Le slogan, il est interdit d'interdire. Je l'ai bien retenu. Il date de mon année de naissance. Je suis né 1er mai 68. Et on m'a expliqué que interdit d'interdire, ça ne voulait pas dire on fait ce qu'on veut, on fait la Java et puis il y a tout ce qu'il faut. Non, c'était clairement contre le général de Gaulle. Il est interdit d'interdire un article de presse. Donc nous, ça sera quand même notre idée d'ouvrir la parole au maximum dans juste le respect de la loi, quoi. Il y a des lois qui existent, il n'y a pas besoin de les renforcer, il y a l'éthique, il n'y a pas de propos mensongers, pas de diffamation, pas d'incitation à la haine et des choses comme ça. Je pose ma question, de quoi avez-vous besoin? On a besoin de coups de main. Lesquels? De manière concrète. On a besoin de gens qui, pour l'instant, l'association a 12 ou 13 adhérents. On en veut davantage. On n'a pas encore fixé de cotisation. Ce sera les adhérents qui la fixeront à l'Assemblée générale qu'on fera. Mais c'est des adhérents actifs. Si parmi vous, il y a des gens qui ont une volonté d'exprimer, parce que c'est quand même notre deuxième pilier, quoi. Il y a la rédaction indépendante et il y a la liberté d'expression. S'il y a des gens qui ont la volonté d'exprimer, de développer des idées, des opinions, ou même tout simplement de raconter le monde tel qu'ils le voient, eh ben, on veut ouvrir ces pages-là. Et on veut que ce soit l'espace de Parallèle Sud qui sera toujours gratuit, celui-là. C'est l'espace qui permet de toucher le public. Donc, si parmi vous, des gens veulent exprimer et si l'article est une matière un peu effrayante parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire, ben, ça peut être une expression photographique, ça peut être une expression poétique, ça peut être une expression théâtrale, ça peut être une expression par vidéo. Mais on veut ouvrir ce média à la citoyenneté dans son ensemble, quoi. Ouais, pour l'aide, ce dont on a besoin, c'est vrai que c'est touchant aussi pour nous parce que la dernière fois, on nous avait dit la même chose. Au final, à la fin du moment où Charles était présent d'ailleurs, on avait demandé quels étaient nos besoins. Et c'est vrai que il y a effectivement le côté production de contenu. Éventuellement, nous, on ne veut pas rester un média de journalistes, donc on veut ouvrir, comme disait Franck, la parole à tous pour pouvoir libérer aussi la parole sous toutes ses formes. Donc ça peut être écrit, mais ça peut être audiovisuel, ou ça peut être toute forme de création artistique ou autre. Mais il y a aussi après tout ce qui est administratif. Évidemment, il y a un tas de paperasse. Nous, on n'est pas du tout. Là pour l'instant, on est surtout 2 à temps plein sur le projet, donc on fait vraiment de tout. Un appel pour une aide administrative. En gros, on aurait besoin de quelqu'un pour les réseaux sociaux, par exemple, un community manager, parce que nous, on n'est pas nous-mêmes community manager, donc on apprend. On aurait besoin d'un commercial pour essayer d'aller trouver des futurs abonnés, parce que pareil, ça, on ne connaît pas, on apprend.
On aurait besoin de quelqu'un pour aller chercher des subventions parce que, pareil, bah, y a un tas de trucs dont tu as droit, mais que si tu n'es pas au courant, bah, tu passes complètement à côté et qui ne te engendre pas forcément de dépendance, parce que c'est ça le point important pour nous, dépendance éditoriale ou dépendance financière, parce que ça aussi, c'est un gros point. Donc il y a ça, donc c'est des gros dossiers à monter à chaque fois. Il y a effectivement le comité donc, du coup, de lecture avec les contributeurs qui nous envoient des papiers, le comité de lecture, c'est-à-dire des personnes qui puissent réceptionner le courrier, relire pour corriger les fautes, essayer de voir si c'est publiable, correct, essayer de discuter ensemble, est-ce qu'on publie, est-ce qu'on ne publie pas. Si c'est un homme politique qui envoie sa tribune, est-ce qu'on publie, est-ce qu'on ne publie pas. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Donc des gens dans le comité de lecture. Est-ce qu'au préalable, justement, ce comité de lecture, il a une charte parce que ça peut être un guide, justement. Enfin, Ouais, bah justement, ça, c'est la naissance du comité de lecture. Il y a au rond-point des Azalées, il y a 3 semaines, un mois, on va dire. Donc là, il faut vraiment, c'est parti de là, les gens qui se sont dit, bah, moi, j'ai bien envie de participer et tout. Donc c'est comme ça, là, on doit se réunir pour essayer de commencer à mettre en place un cadre. et à quelle fréquence À quelle fréquence quoi? ce comité de lecture, pour savoir si Bah. après, on a matériellement le temps. L'envie est toujours là, mais... Bah, en fait, moi, je pense qu'il ne faut pas que les gens se prennent trop la tête. Tout le monde est libre, tout le monde fait... Ben, voilà. Donc après, s'il y a par exemple un groupe où il y a une dizaine de personnes, et après, ça peut même s'enrichir par la suite, qui se proposent de participer à la relecture, bah, après, quand on reçoit un courrier, on envoie le courrier là-dedans, quelqu'un fait « je prends », et puis si la personne n'est pas dispo, elle n'est pas dispo, c'est un autre qui prendra, enfin voilà, c'est vraiment tant que c'est à la portée de tout le monde et que les gens le font parce qu'ils ont envie de le faire, quoi. À l'époque de Colère, j'avais fait Réunion Club chez Mediapart. Enel m'avait très volontiers reçu. Mais ça ne servait à rien d'être dans Mediapart. C'est à La Réunion qu'il fallait être. Alors c'est là où moi je trouve que l'initiative, elle sera excellente. Ouais, on est basé à La Réunion, c'est même les premiers mots sur notre présentation, quoi. On est foncièrement basé à La Réunion, quoi, hein. Nos intérêts sont ici, quoi. Et très concrètement, je vais vous faire tourner une fiche où vous pourrez mettre vos coordonnées et éventuellement un petit mot pour dire bah, moi c'est comité de lecture, moi c'est truc, ou bien simplement mettez-moi dans votre listing de la newsletter parce que on a pas, voilà, peut-être que tout le monde ne sait pas, mais on n'a même pas présenté ce qu'est Parallèle Sud. C'est qu'au début, donc, on vous a raconté les balbutiements du site, au début, notre envie. Après avoir animé la page Facebook, qui continue à s'animer, hein, parce que, hélas, même si on n'aime pas du tout Facebook, comme dit la dame, là, c'est le truc qui permet de toucher des réseaux. On a ouvert un site internet de présentation, donc, où on a mis un manifeste. Je pense qu'on est le premier média à avoir publié un manifeste. Alors, des gens peuvent être un petit peu qu'est-ce qui. Ben, nous, on a l'honnêteté de dire ce qu'on pense. On n'est pas des révolutionnaires, mais n'empêche qu'on dit clairement qu'on est là pour défendre les intérêts du peuple réunionnais face aux dominations, d'où qu'elles viennent, quoi, hein, et pas que le peuple réunionnais, d'ailleurs, tout humain face à une domination, les minorités, voilà, ça, on l'a inscrit. Donc, on va se tenir à ça. Très rapidement, on a créé une newsletter le 3 août dernier, je crois. Et maintenant, tous les vendredis matins, eh ben, les gens qui sont dans la liste reçoivent les nouvelles. Hein? Elle est arrivée ce matin, voilà. On est arrivé d'ailleurs à 300 abonnés désormais, ce qui va nous obliger à réfléchir à peut-être que notre solution, on va payer Sendinblue, on va sortir de la formule gratuite de Sendinblue. Et donc dans cette newsletter, on vous raconte un peu nos coulisses, comment on est en train de progresser. Comme on est journaliste et on va le redevenir totalement, très rapidement j'espère, mais on continue à produire des sujets qui nous tiennent à cœur. Donc là on parlait de Nouvelle-Calédonie parce qu'on a parmi nous Julien Sartre qui est correspondant à Mediapart, donc ce qui fait qu'il y a quand même un petit lien avec Mediapart, même si c'est pas le pape pour nous, hein, mais on n'a pas à en avoir honte, on est un petit peu lié à Mediapart par Julien.
Lui, il est très touché par tout ce qui touche au peuple ultramarin de l'ensemble français. Donc, il a suivi les événements en Guadeloupe au moment des manifestations contre le pass sanitaire. Là, il est en Nouvelle-Calédonie pour le référendum. Et c'est vraiment son domaine. Et puis, Shakila aussi, qui, depuis maintenant 2 mois au moins, voire davantage, livre son regard. D'ailleurs, peut-être Shakila, tu peux te présenter. Et puis, Ah non, avant que tu te présentes, je fais tourner ça. Attends, parce que en fait, je voulais aussi bah, revenir sur le truc d'avant. Je fais tourner ça. Il y avait Charles Si qui vous voulait voulez, parler. toi, on te connaît déjà, on te connaît trop. Et tu as reçu, et tu as un carnet de reçu. Ouais, donc du coup, si vous voulez aider à participer, vous pouvez vous noter là-dessus. Dans les besoins aussi, je pensais à ça, mais en fait, il y a un tas de besoins qu'on n'imagine même pas. Enfin, par exemple, ça peut être aussi aller coller des affiches, par exemple. Là, on va aller, on a envie de, par exemple, communiquer par rapport à la campagne de crowdfunding qu'on vient de lancer là lundi. Et on va devoir aller déposer des flyers dans les restaurants partout sur l'île, par exemple. Distribuer des flyers dans les marchés. Bah oui, c'est ça, ouais. Et ça, On peut le faire sur les murs. on va avoir besoin de ça. Ça, c'est l'idée, mais voilà quoi. Et on va avoir besoin de bras, de mains, de tête, enfin, un peu tout quoi. Et donc il y a aussi évidemment la traduction de texte en créole, parce que nous on aimerait beaucoup que ce soit à la fois en français et en créole. Et c'est quelque chose qu'on a un peu de mal pour l'instant à mettre en œuvre, mais voilà. Par contre, moi, je peux avoir demander à des gens qui en sont capables. Ouais, avec plaisir, si eux ça leur dit de participer. Oui, voilà, c'est ça. Et ça peut même être comme le comité de lecture, un groupe destiné à ça, où on envoie les textes, et puis ça peut être, ou autre, mais en fait, il faut tout créer. C'est un peu comme si nous, on recrée, faut trouver des moyens de financement alternatifs, faut trouver des façons de créer alternatives, toutes les idées sont bonnes à prendre au final. Sinon, on va parler sans micro. Hein. Sans micro. Pardon? Oh, la voix peut-être pas. Juste concernant la traduction créole, donc nous avons fait la proposition donc, à Parallèle Sud concernant, nous présentons déjà Charles Saint-Omer, responsable d'une association culturelle et qui en fin de compte fonctionne au travers de 4 thématiques, 4 thèmes. L'écrit du créole justement, hein, l'écrit. Les tisanes traditionnelles, donc la musique traditionnelle, et puis toujours moi, et puis la question qui n'est pas une question d'ailleurs, elle n'a jamais été une question, ça remonte à temps ancien, le planter pour manger. Et concernant la traduction créole, je pense qu'il y a une équipe en place, ce serait l'idéal. Donc on a déjà fait une proposition, c'est Nadia, hein, donc on ne l'est pas habilité à. Donc ce serait Nadia, s'il y a d'autres personnes, pourquoi pas. Hein. On a parlé de groupe de travail. À savoir concernant, Franck disait là, comité de lecture, voilà. Ouais, c'est ça. Voilà, donc peut-être idem, peut-être kiff groupe de travail par rapport à ça. Et un autre groupe m'y pensait, je ne connais pas s'il est possible, un autre de voir l'équipe qui bosse là. Les sujets, les articles, les priorités concernant l'info. Et puis, pour rebondir à mes pensées, la dame. Pardon? Non, bilingue, hein? Personnellement, nous, dans la traduction, c'est pas uniquement, c'est en bilingue, hein? Créole français, réunionnais français. Donc, c'est toujours en bilingue. Et puis, peut-être une idée, est-ce qu'il pourrait y avoir également un groupe, ou alors au niveau de la direction, au niveau de l'équipe qui manage là, les sujets, puis pour rebondir, là, l'ancrage dans le bassin océan Indien. Enfin, par rapport à l'info, hein. Bien sûr, bien entendu, par rapport, sinon on n'était pas là, si l'info, tous les jours était au top. Et là, tu parles beaucoup de choix des sujets. Entre autres. C'est l'océan Indien. Évidemment, il faut, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui montent déjà le groupe. Et le quotidien, moi je suis intéressé. C'est ça qui m'avait plu dans le quotidien, c'est qu'on avait défendu ce projet-là et ça a été mes plus belles années au quotidien. J'avais dit à la direction, vous nous donnez 5 000 francs
Et on vous fait un repas, on vous fait chaque mois, on part dans un des pays. Et on y arrivait à équilibrer parce qu'à Madagascar, on ne dépassait pas le budget quand on le faisait. Et on livrait 4 à 5 reportages par mois sur Madagascar, sur les Comores. Si un jour on arrivait à refinancer un truc comme ça, parallèle sud de l'océan Indien, pour enfin parler des Malgaches parce qu'ils vivent, comprendre que c'est un peuple qui est complètement en lien avec nous, ce serait bien. Et autre chose sur le créole, si vous avez un mode d'emploi, dire à la limite, tu peux même en être le responsable. Voilà comment je vous conseille d'écrire en créole, quoi. C'est pas CH, c'est SH. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. À la réunion concernant la réglementation, moi, je suis pas enseignant, mais Nadia est enseignabilité. Nadia, c'est la bénévole qui est dans le conseil d'administration, à savoir, qui s'occupe de cette partie-là. Hein. Concernant la réglementation, l'utilisation du créole, des langues régionales, d'une manière générale en France, c'est toléré, mais au niveau de la graphie, il ne fait pas partie de l'office, mais il connaît l'office, il connaît les gens de l'office, mais il n'en fait pas partie tout simplement par choix. Concernant la graphie, il y a trois graphies, hein, c'est toléré pour l'instant, mais c'est au décideur d'en prendre la responsabilité, de dire voilà, on a telle graphie, et le décideur au niveau local, c'est le rectorat, hein, ça tout le monde le connaît. Mais concernant la graphie, il y a 3 graphies. Daniel a fait un compromis, non? Il y a pas de, pour l'instant, le compromis, il n'est pas. Mais je pense que c'est plus Bon, cela étant dit d'une manière générale, concernant la traduction, c'est toujours en bilingue. Ça n'a jamais été unilingue, c'est toujours en bilingue. Hein. Voilà, concernant ça. Et m'y revient sur le bassin océan Indien. Je m'y parle du bassin océan Indien tout simplement parce que c'est pas une nostalgie. Moi, comme il travaille au niveau professionnel, on ne peut pas dire on va mettre en place, on va développer quelque chose, alors qu'on vit dans un environnement régional spécifique, entre guillemets. Il ne parle pas uniquement pour parler sud. Donc, si, justement, comme Franck disait, on pouvait financer un emploi plus tard concernant ouais, c'est l'idéal parce que c'est. Voilà. Donc, moi, comme il travaillait, c'était autre chose. Hein, mais pour l'instant, moi, on est à la retraite, donc ça va depuis 10 ans. Cela étant dit, il pense que ça va être un sacré souffle pour ce média-là, si on arrive justement avec le Ah ouais, mon rêve. Dans l'océan Indien. On arrive à dans le bassin une océan Indien, subvention de 2000 € au moins dans la par zone mois sud-ouest. pour payer les voyages dans l'océan Indien. Voilà, c'est tout. C'est des souliers. Non, non, ça va. Ouais. Allez, fatigué. Il a un organe. On ne parle pas de la voix. Non, moi, je voudrais poser une question pour moi pratique et aussi, je pense qu'il peut éclairer pas mal de choses ensuite, parce qu'après, quand on y est organisé, ça va beaucoup plus vite. Donc là, tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y avait déjà des adhérents, mais je me demande à quelle association. Est-ce qu'il y a déjà eu une assemblée générale constitutive? Nous, on n'est pas trop encore au courant de tout ça. Une assemblée générale constitutive, c'est quelque chose qui peut donner plein de directions ensuite à Parallèle Sud. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de fonctionner comme une association? Pas comme une association, parce que c'est pas du tout la même chose. Hein. Moi, j'ai en parallèle le journal Politis, qui a, lui, justement, été créé au niveau financier autrement, puis qui a monté une association d'adhérents et de lecteurs de Politis, plus après un comité de lecture, plus après ils ont créé une association pour aider Politis. Et je crois que c'est ça qui donne aussi la direction. Si on se met ensemble autour d'une table, à une quinzaine, une vingtaine, en décidant, essayant de voir tout le travail qu'il y a à faire, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, les référents, les référents et tout ça, est-ce que ça ne serait pas une solution aussi d'avoir vraiment une assemblée générale de tous les gens qui sont vraiment intéressés par Parallèle Sud et que ça se fasse assez rapidement pour que ensuite les gens se disent non, moi je veux faire ça, je veux être là-dedans, je veux être là, parce que c'est vrai que c'est bien toutes ces petites réunions, mais il n'y a rien, bon, on va partir, mais il n'y a rien de, pour moi, il n'y a rien d'acté. C'est-à-dire que c'est quelque chose, on parle beaucoup, c'est super. Moi, je suis content que vous soyez venu ici, parce que on en avait parlé. Je crois que c'est un média qui existe à La Réunion, parce que vu le reste qu'on a, ça fait un petit peu peur quand même. Mais il faut que ça soit vraiment un peu plus clair pour chacun, parce que pour moi, c'est pas très clair. J'entends parler d'adhésion. C'est bon. Moi, je suis à la newsletter, mais je suis pas adhérent encore. Donc, je sais même pas qu'il y avait un prix d'adhésion, quoi. Et il n'a pas été fixé.
Alors que la base même d'une association, c'est une assemblée générale constitutive et où tout le monde est là et tout le monde donne ses avis. Et puis après, je pense que vous allez voir que ça va vachement plus vite avancer à partir du moment où ça sera un petit peu cadré. Et puis après, ça ne vous empêchera pas d'être libre. Parce que moi, je pense que ce qu'il faut aussi, c'est que les journalistes et puis que les gens qui écrivent soient aussi des gens libres et responsables. Voilà, parce que là, actuellement, il n'y a personne qui est libre. Il n'y a aucun journaliste ici ou en France qui est vraiment quelqu'un de libre. Il y en a quelques-uns. Ils sont tous. À Politis, ils sont oui, pas à Politis, ils sont un peu libres. Mais Mediapart, tous, ils sont pris par l'argent. Internet, Tous sont pris par des gros groupes. Et là, j'ai appris que Bolloré rachetait tout Hachette. C'est-à-dire que toutes les productions d'Hachette sont rachetées par Bolloré. Ce qui veut dire que tout un pan encore de la presse et des médias va encore passer sous un contrôle. Et c'est comme ça qu'ils y arrivent. Hein. C'est pas pour rien que Macron sera réélu largement dans 6 mois. On va tout faire pour que non. Alors, le point administratif de Parallèle Sud. On avait besoin d'un SIRET, donc on a fait notre assemblée constitutive le 28 juin avec les 3 fondateurs, Jérôme, Julien, pour monter notre association. Là, on fait rentrer les adhérents. D'ailleurs, si vous vous sentez à dire je vais participer, je me mets, parce que c'est ça le truc, il n'y a pas de cotisation, on la décidera à l'Assemblée Générale, j'espère qu'on la fera en janvier, tu vois, quand on aura fini avec ce truc-là. J'ai déjà des feuilles d'adhésion ici. Si vous voulez signer une feuille d'adhésion, vous disant je rentre dedans, hop, je vais vous faire adhérer. Et puis la piste, notre ligne de conduite, notre piste, c'est de faire un média qui serait dans une scope. Donc, parce qu'on tient énormément à ces sociétés coopératives, qui veut dire que chaque salarié a la même voix, quoi. On casse un peu les hiérarchies, il peut y avoir des hiérarchies fonctionnelles, mais sur ce qui est décisionnel, sur l'avenir du média, c'est tout le monde est à la même place et on tient à ça, on tient vraiment à l'égalité de salaire entre tout le monde, évidemment plus de discrimination entre les hommes et les femmes, comme ça existe encore dans la moyenne générale. Donc l'idée, c'est d'avoir l'association Parallèle Sud qui chapeaute l'ensemble et qui, à un moment donné, prend comme prestataire la scope du média qui, elle, aura son fonctionnement parce qu'il y aura des salaires à payer dedans, etc. Donc voilà la piste vers laquelle on s'oriente. On voulait passer en scope dès le début. On a même quelqu'un qui nous a dit ouais, faites-vous en CAE, coopérative d'activité et d'emploi, où c'est vachement sympa, une coopérative d'activité et d'emploi, mais on s'est rendu compte qu'il y avait un tel travail social à faire que c'était pas à notre mesure, quoi. Ça viendra peut-être un jour, quoi. Ça peut fonctionner comme ça permet à tout le monde de rentrer dedans. Mais en tout cas, l'idée, et c'est déjà inscrit dans nos statuts, d'ailleurs nos statuts, ils sont peut-être pas très bien écrits, mais n'empêche qu'ils sont consultables sur notre site internet. Hein. Dans notre présentation, il y a un lien qui permet de lire les statuts, où il est compris qu'on a vocation à se transformer en scope pour la partie média. Parce qu'après, il y a même la SKIC aussi qui est possible et qui permet d'intégrer même les lecteurs, éventuellement les personnes du comité de machin truc. La SKIC. C'est ça, c'est une autre société. C'est comme une suprascope, quoi. Okay. C'est encore plus gros. Mais c'est la scope. Et là, la sauce, elle se situe comment par rapport à ça? J'arrive pas à bien voir. La sauce, c'est entre guillemets, c'était plus simple à créer aussi au début. On avait tellement de trucs à penser en même temps qu'on a dit on s'occupera de créer la scope l'année prochaine. Ouais, mais tout ça, comment le lien se crée entre les deux? Et on adhère à combien? À partir de ce qu'on veut? Non, pour l'instant, on décidera un prix d'adhésion à la première. Oui, mais là, c'est prix libre. Pour l'instant, c'est même gratos. J'ai besoin de sous, les gars. Et oui, mais c'est pas défini encore. Non, mais il y a le. Alors. Il y a la campagne de. Ouais, par contre, ça, c'est un point important, c'est qu'on a lancé la campagne de financement participatif lundi. Avec PocPoc.org qui vient d'arriver. Ouais. Là, et on a choisi cette plateforme parce que c'est la seule plateforme locale. Je veux dire, qui est à la porte. On a déjà Elle se cache. Ouais. Et donc, du coup, c'est en ligne depuis lundi soir. Et donc, on a mis un minimum de 5 000 € à atteindre. En fait, 5 000 €, ça nous permet de payer le développeur et les graphistes. Donc, c'est le prix du site, en gros, donc de la plateforme d'information qui sera en ligne à la fin du crowdfunding, donc fin décembre, début janvier.
Et évidemment, si on arrive à toucher plus que 5 000 euros, on a mis 5 000 euros, on nous a dit à la fois c'est ridicule parce que pour lancer un média, vous avez besoin de 40 000 euros ou plus. Mais en réalité, ici, la plateforme PocPoc ou même les projets locaux qui se lancent en financement participatif ne demandent jamais plus de 3, 4, 5 000 euros. Donc on est resté à un niveau normal, quoi. Mais évidemment, on a précisé en bas de la page, si jamais on rapporte plus que ça, on dépensera, on a fait 10 000, si on a 10 000, on pourra payer une application, si on a 15 000, on prendra du matériel pour toute l'équipe, plus pour les contributeurs. Si on a 25 000, on pourra avoir un local pour 1 an, donc accueillir les gens dans un endroit, un espace, etc. Si on a 50 000, si on a 1 million, non, bon, ben, voilà, en gros, si on a plus, c'est tant mieux, quoi. Hein. Ce sera toujours ça qui nous permettra d'aller plus loin, voilà, quoi. Et puis, il y a aussi qu'il faut qu'on se rémunère à un moment donné, et il y a des situations plus compliquées que d'autres. Moi, par exemple, j'arrive à la fin de mes droits de chômage, donc c'est ça, c'est comment tu arrives à faire vivre un média en création, en même temps, ouais, voilà, c'est ça, donc diversifier les... à côté, quoi. Ouais, c'est pour ça ça, qu'il y a ouais. une adhésion déjà, s'il y a C'est pour ça un que je tarif pense que d'adhésion, vous pouvez dire participation rien que libre. déjà avec les adhésions, c'est quelque chose qui te donne un fonds de roulement au départ. C'est ça, il faut. Le départ, mais au moins ça te fait un fonds de roulement. Et après, effectivement, de chercher des subventions, chercher des moyens de financement ou quoi que ce soit. Mais déjà, on peut avoir, rien qu'avec les adhérents, on peut déjà avoir un petit fonds de roulement, tu vois. Parce que même Cherche un stylo. la plateforme, il va falloir peut-être à un moment donné que ça permette un peu de... Mais déjà, dans ces gens, on peut déjà à présent ici partager le crowdfunding. Ah ouais, moi je partage. Voilà, l'idée c'est on fait un premier entrée d'argent avec le crowdfunding. Ensuite, avec l'Assemblée Générale, où on fixera les cotisations, ça nous fera une petite entrée. Et puis, j'espère que, là, on prévend des abonnements. Mais que ensuite des abonnements vont commencer à rentrer. Dans 6 mois, on aura déjà un petit peu une idée de Les abonnements, la j'aurais fait perspective. un truc, ils sont déjà Non. Tant que le site n'est pas en ligne, là, on vous prévend des abonnements. Alors, le prix de l'abonnement, on a décidé de le faire à prix libre et conscient. C'est pour ça qu'on fait des efforts pour expliquer ce que c'est que notre démarche. Et c'est 4 € par mois pour que ce soit à la portée de tout le monde. C'est même pas 1 € du numéro, quoi. Hein. Et 1 € par mois pour les gens qui relèvent des minima sociaux, quoi. Mais en se disant, et ça a marché pour plein d'autres médias, le prix libre et conscient, parce que notre idée, c'est quand même d'être très transparent. C'est l'idée de départ. Donc, on va montrer au fur et à mesure, quel est l'argent qu'on arrive à faire rentrer chaque mois. Si on veut renforcer la rédaction, il faudrait que, on essaiera d'être De toute transparent. façon, cette transparence vous permettra à un moment de réajuster si nécessaire. Parce que vous ne savez pas trop. Là, c'est prix libre, mais après, peut-être qu'à un moment. Ça dépendra vraiment de la conscience des gens. Le prix il sera toujours à 4 € minimum, mais tu pourras Préabonné, mettre. en fait. Avec la campagne de crowdfunding, c'est possible de préacheter son abonnement, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, c'est encore moins cher parce que c'est les abonnés fondateurs. C'est gagnant-gagnant, entre guillemets. C'est les gens qui nous permettent de créer le média, quoi. Donc, C'est pour ça qu'un schéma, si tu veux, le bloc là-dessus, et faire un schéma sur le début des actions. Pas aller trop loin, le début des actions, faire un schéma qui cadre, si tu veux, pour la compréhension de où on va au début. Le début des actions, c'est votre projet avec votre association, par là-dessus, hein, c'est ça. Mais moi, j'aime bien écrit avec, tu vois, des objectifs. Des bulles où comment ça s'organise tout ça, tu vois, que ce soit visuel, très simple mais visuel, pour qu'on puisse s'approprier quelque chose de simple au début, qu'on va élaborer par la suite, parce que les gens vont venir, tu vois. Mais moi, j'aime bien travailler avec des schémas de visuels. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça, je sais faire aussi. Ah bah, avec plaisir. Ouais, on a bien compris que le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi. Et moi, j'ai une référence, c'est témoignage, justement. Témoignage, ça coûte 3 500 € au PCR tous les mois.
et ça paye juste en fait le journaliste, ses frais. Aujourd'hui. Aujourd'hui, et il n'y a plus de témoignages papier, quoi. C'est essentiellement du numérique. Alors, tu parlais tout à l'heure de faire des enquêtes sur l'océan Indien, et du coup, j'ai rebondi sur la CEI. Ça fait 30 ans qu'ils se grattent la tête à la CEI pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour l'océan Indien. Peut-être qu'ils pourraient faire justement des subventions pour que des gens de l'océan Indien fassent des articles, des reportages, des trucs comme ça, pour qu'au moins il y ait une sorte d'intérêt local pour ce qui se passe dans la micro-région de l'océan Indien. Donc les subventions, c'est sûr qu'il faut aller chercher dans des trucs comme ça, quoi, parce qu'en théorie, la CEI, c'est ni à droite ni à gauche, quoi. En théorie, c'est au-dessus politique, quoi. Donc il y a moyen, peut-être avec eux, d'avoir à peu près les coups des franges pour faire des articles, tant qu'on n'attaque pas justement la CEI, qui soit tolérée et qui soit subventionnée. Donc je crois que c'est ça, quoi. La limite, c'est tant qu'on attaque pas la CEI. Non, mais le problème, c'est que oui, à un moment donné, il faudra qu'on soit conscient des limites de nos subventions aussi, quoi. Mais on peut démarrer avec des subventions comme ça, puis après, si on voit que c'est compliqué de travailler avec eux, ben, on lâche, et si on est assez solide à ce moment-là, ben, on pourra prendre le vent et puis avancer tout seul, quoi. Tu vois, sur ce sujet, j'ai Manuel Marchal, donc le journaliste de témoignage, qui est très branché au Océan Indien parce qu'il va faire de la formation à Diego Suarez. Là, avec le Covid, ça a été un peu retardé, mais il veut le faire. Et on a discuté avec lui au Sud. C'est qu'on estime qu'il y a les médias du Sud et les médias du Nord. Et on a constaté... C'est la Réunion ? Non, les médias du Sud, de l'hémisphère Sud, et les médias du Nord, le mainstream. Et on a constaté lors des visites de Macron à La Réunion, mais il me disait qu'à Madagascar aussi, quand tu as l'AFP qui débarque là-bas, le mec du Monde qui débarque là-bas, il va donner la parole il va avoir un article qui sera orienté selon ses habitudes à lui de traiter l'actualité. Et pour Macron à La Réunion, c'est clair, on va avoir la petite phrase à la con qui n'a rien à voir avec les réalités réunionnaises. Et très souvent, le journaliste de terrain, il se sent trahi par ça. Il se dit, mais déjà sur le terrain, il est pris pour le dernier des couillons, il a pas sa place, il est relégué derrière. Mais en plus, le propos qu'il veut rapporter, il ne le retrouvera pas dans les médias du Nord. Et avec Manuel Marchal, on aimerait créer un réseau de journalistes comme ça. On en connaît aux Comores, moi, quand j'ai bossé, j'en ai connu à Madagascar. Et on aimerait être de ce réseau-là pour dire, il y a des journalistes du Sud, comme il y a le rock du Sud avec Dizzy Brains, contre le rock du Nord, avec les groupes de soupe du Nord. On aimerait porter cette voix du Sud, quoi. Ok. Voilà. Et puis, ouais, les subventions de la CEI, je pense que c'est compliqué, mais t'as raison, il faut la demander. Parce que c'est un drôle de milieu. Après, je peux faire la présentation juste pour faire. On n'a même pas présenté Shakila. C'est pas grave. Il y a Philippe aussi. Il y a Philippe, ouais. Je peux prendre le relais du téléphone si tu veux. Bah écoutez, salut, bonjour tout le monde, bonsoir, c'est les internautes. Je m'appelle Shakila Issouf, donc ma formation c'est dans la communication de base, 15 ans d'études en communication, et donc je suis arrivée dans le journalisme, on va dire un peu par vocation. Je suis rentrée à Mayotte pour m'occuper de ma grand-mère qui était toute seule dans une maison, je ne voulais pas qu'elle meure toute seule, et entre-temps, je suis allée faire des stages dans le cadre de ma licence journaliste. Je suis allée faire des stages, je suis allée à Mayotte la première, mais après, je suis allée voir Cozy, on m'a pris, et donc depuis 2013, j'ai commencé l'aventure et on m'a embarqué comme ça. J'ai commencé à faire du journalisme télé, alors que j'avais prévu juste de faire du journalisme radio, voilà, parce que j'animais une émission de radio depuis plus de 3 ans, 4 ans, bénévolement pour la communauté. Et entre-temps, j'ai travaillé pratiquement 4 ans à la télé, Cozy TV, l'équivalent un peu d'Antenne Réunion, parce qu'on faisait aussi du travail en correspondant avec Antenne Réunion. Et au moment où il y a eu des expulsions de personnes immigrées à Mayotte, les clandestins, on les appelle, venant d'Anjouan et voilà, venant d'Anjouan. Et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, moi je suis allée sur le terrain faire des reportages. J'ai amené mes reportages à la rédaction et en fait, je me rendais compte que le travail que je faisais sur le terrain n'apparaissait pas à la télé en fait. Ce que moi, je voulais faire transparaître à la télé n'était pas réellement ce que moi, je m'étais battue sur le terrain de filmer. Entre-temps, il y a eu plein de choses et je me suis dit, bon, ça ne sert à rien de travailler si je travaille et que
l'idée ou l'angle que j'aimerais montrer un peu aux téléspectateurs n'est pas vraiment diffusé. Et puis à Mayotte, je me rends compte aussi que les médias, les journalistes, on se contente juste de dire on est à Mayotte, je passe à la télé, je suis bien habillée, je suis bien maquillée, j'ai un bon fond de teint, mon père, ma mère me voit, ma grand-mère me voit, ça c'est bon, je fais du journalisme. Et pour moi, le journalisme, c'est pas un métier, c'est carrément ce qui me représente. C'est-à-dire aller à la découverte de l'autre, aller voir ce qui se passe, savoir être curieux ce qui se passe du monde, mais pas dans la curiosité vicieuse. Hein. C'est vraiment la curiosité pour savoir vraiment donner une information et pour qu'on sorte aussi de cet obscurantisme qui fait que les communautés de plus en plus, et même là en ce moment on le voit à La Réunion, les gens, ils sont de plus en plus dans leur cellule, dans leur bulle, ils n'ont pas envie, ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas savoir, ils veulent rester comme ça dans leur petite grotte. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai, on va dire, boycotté un peu les médias traditionnels. Et je me suis un peu réfugiée chez Télécréole. J'ai démissionné de mon CDI en 2016 à Mayotte en voyant que, au lieu qu'un média apporte l'information et permettre aux différentes voix de s'exprimer et de laisser justement les voix des différentes les personnes qui sont impliquées dans que ce soit les sujets, être les voix qu'on doit entendre, ces médias-là, en fait, rajoutent du sel pour pouvoir soit faire créer des conflits ou des tensions, pour pouvoir en faire en sorte qu'il y ait une guerre. Quelque part, pour moi, je me suis retrouvée au milieu d'une guerre civile et d'ailleurs, on voit aujourd'hui la suite de ce complot. Et du coup, je me suis dit, ça ne sert à rien de travailler si on est un instrument pour faire la guerre ou pour faire en fait encore plus reculer l'humanité. Et je me suis retirée de tout ça et je me suis réfugiée. Je me suis dit, je ne fais plus du journalisme, mais après, j'ai dû reprendre parce que ça faisait partie de moi. Et comme par hasard, je pense que, étant donné qu'on avait les mêmes ondes, on avait les mêmes vibrations avec Jérôme, Franck, je pense que c'est l'univers qui nous a réunis et on s'est tous retrouvés ici. En fait, l'idée réellement, pourquoi je participais dans Parallèle Sud, c'est vraiment apporter ma pierre à l'édifice. Faire en sorte aussi, étant donné que je viens de Mayotte, je suis née à Mayotte et je représente l'océan Indien, de Madame, Grande Comore, Anjouan et Moélie, tous ces îles-là, je les représente par rapport à mes origines. Aussi pour dire, écoutez, nous, on vient des autres îles d'à côté, on existe, on est là. On est avec vous aussi, les Réunionnais, pas que, on est avec le monde. On fait partie de ce monde, on existe, on est là, on peut apporter notre pierre. Si je peux, par mon humble contribution, montrer aussi à nos sœurs, petits frères et grands frères aussi, leur dire que on n'est pas là que pour les allocations, on est là aussi pour contribuer aussi à apporter quelque chose dans ce territoire. On n'est pas là que pour dormir et se lever et faire caca et consommer. On peut aussi, par notre petite contribution, apporter, voilà, c'est pour ça que je suis là et j'espère vraiment que d'autres personnes, et justement, l'idée en fait, c'est vraiment Parallèle Sud, c'est vraiment voir qu'on est tous ensemble, on est tous pareils, comme disait Franck, la même égalité, on n'est pas là pour dire, elle est blanche, ouais, mais c'est un être humain. Moi, je suis noire, oui, j'ai des cheveux caf, oui, mais je suis un être humain. On fait partie d'une humanité et c'est ça que je pense qu'on est en train de perdre dans ce foutu monde, c'est qu'on est en train de perdre les valeurs même de l'humanité, les valeurs même de ce qui fait l'essence même de notre existence. Et je pense que Parallèle Sud pourrait peut-être remettre au centre aussi l'humain, parce que c'est très important qu'on s'intéresse aux gens, pas au sujet. Voilà, c'est ce que j'avais oublié de dire, c'est qu'à un moment donné, on est journaliste, mais on traite un sujet, on oublie que c'est dans ces sujets qu'on traite, quand on va filmer, on oublie que c'est des êtres humains qu'on filme, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis avec mes collègues, et j'espère que par votre contribution, vous qui nous regardez sur le direct, et d'autres personnes, on peut tous participer à faire en sorte qu'au minimum, que quand nos enfants et nos petits-enfants vont arriver, il reste un minimum de valeur qui fait que, voilà, il y a du sens à notre existence. Voilà, merci. Peut-être Philippe, tu veux dire un mot aussi pour un mot pour vous, hein,
Je vais dire un tout petit mot. Je m'appelle Philippe Danton. J'ai travaillé au quotidien quelques années, une dizaine d'années même. Et j'ai été licencié le 1er avril dernier en tant que prof et une vingtaine de collègues. Et donc, en attendant, j'occupe mon temps libre à parler dessus. Il vaut mieux passer par là parce que Merci. Et pour compléter l'équipe, on a aussi Johan Firmin, qui est un jeune gars de Basse-Terre, qui est cinéaste, réalisateur et qui a réalisé notre premier clip de présentation et qui fait aussi partie de l'équipe, sauf qu'il vient de se faire arracher des dents de sagesse et il ne lui était pas possible d'être ici ce soir. Et évidemment, il y a Julie, Anouk, mais voilà, toute l'équipe. C'est bon, il y a d'autres questions? Merci. On peut clore l'exercice à ce moment-là. Eh ben, merci beaucoup de votre attention. Et oui, Awa, qui, en tant que, c'est l'avenir, quoi. C'est des étudiants qui sont en Infocom. Et elle a choisi, alors que nous, on ne voulait pas encore se présenter, elle nous a appelé pour dire « Ah ouais, j'ai vu sur Internet, vous existez, j'ai envie de faire mon stage d'études chez vous. » Donc, et je crois que ça va aller au-delà du stage d'études, cette histoire, parce que le stage d'études, il est prévu pour le mois de décembre-janvier. Et elle est déjà là, à participer aux conférences de rédaction du vendredi matin, à proposer des sujets, à apporter son regard d'étudiante. Pour l'instant, on est au 6, lotissement des Cycles, c'est mon domicile. Je pense qu'on espère à un moment donné qu'on arrêtera d'être seulement sur ma mezzanine, parce que ma mezzanine va finir par craquer. Voilà. On est à Terre Sainte, oui. Bien sûr. On a les dieux qui nous. Pourtant, on n'y croit pas beaucoup pour certains d'entre nous, mais ils sont avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Je peux parler aux internautes et leur dire que c'est fini. Et... Alors, chers amis internautes, et puis à ceux qui nous suivront après, parce que je sais que ce direct va être vu et revu dans les jours qui viennent, eh bien, merci d'avoir suivi le truc jusqu'au bout. J'espère que vous nous comprenez mieux. Et si vous ne comprenez pas encore, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. On est toujours à l'écoute de nos futurs lecteurs. La prochaine réunion? Prochaine réunion le 1er décembre à Château-Morange dans le cadre du festival Trace ta route, un festival de cinéma et qui est orienté sur la liberté. Et nous serons en première partie d'un film qui s'appelle Joseph, un très bon film sur un film d'animation des réfugiés républicains qui ont fui le franquisme, qui sont entrés dans les camps de concentration dans le sud de la France. Et nous, on parlera, comme aujourd'hui, d'indépendance médiatique et de liberté d'expression. Merci.